commencer par se présenter. Donc, vos interlocuteurs pour cette formation Direct Access sur Windows Server 2008 R2 sera donc formé de Florent Chambon, bonjour, et Mickaël Desbois, donc moi-même. On fait partie du service avant-vente pour les partenaires Gold et Certified, donc c'est impossible que vous ayez déjà eu affaire à nous. J'espère que cette présentation sur Direct Access va bien se passer. Le but de cette présentation, ça va être de voir ensemble, j'allais dire déjà, démystifier Direct Access, car on a énormément de questions ces temps-ci sur cette technologie, et beaucoup d'erreurs ou d'inconnus apparaissent dans les projets, ce qui fait qu'à la fin, on doit annuler, car on n'avait pas prévu qu'il fallait telle et telle technologie, qu'il fallait déjà avoir telle base ou telle connaissance afin de positionner au mieux, j'allais dire, les ingénieurs qualifiés. Donc on va essayer de démystifier tout ça ensemble, et on va commencer par voir les prérequis. Donc Florent, si tu peux nous présenter, j'allais dire, les bases qu'il va falloir avoir pour cette formation. Voilà, donc effectivement, on va avoir un certain nombre de notions dans le cadre de cette formation. En termes de prérequis, évidemment, on vous demande de connaître déjà la norme IPv4, qui est le protocole actuellement utilisé dans la majorité des réseaux informatiques. D'avoir bien entendu des connaissances sur l'annuaire Active Directory. On verra notamment que dans le cas de la configuration de Direct Access, on s'appuie sur l'Active Directory et les stratégies de groupe pour pouvoir pousser les configurations Direct Access. Et puis, en ce qui concerne la sécurité, Direct Access repose sur les mécaniques de sécurité IPsec, donc on va vous demander d'avoir quelques petites notions sur tout ce qui concerne l'infrastructure à clé publique PKI. D'accord. Donc, effectivement, vous faites tous partie de cette webcast Direct Access. Le but, c'est effectivement pas de forcément tout comprendre sur Direct Access aujourd'hui, car bon, effectivement, il y a plein de petites choses qu'il faudra appréhender. On vous invitera par la suite, donc là, on a coupé tout ce qui est chat et questions en live, histoire de ne pas nous déconcentrer, puisqu'on travaille exclusivement à deux, un slide sur deux pratiquement. Donc, on vous laissera nos adresses email à la fin de cette présentation. N'hésitez surtout pas à revenir vers nous et à préparer vos Outlook pour commencer après à avoir, j'allais dire, des questions, des choses que vous aimeriez pousser. Vous nous poussez tout ça par mail et derrière, on pourra identifier ensemble des projets pour, j'allais dire, faire du spécifique sur vos projets clients, quoi. Donc, au niveau de l'agenda, merci Florent pour le passage de slide. On va effectivement commencer par une vue d'ensemble de Direct Access. Beaucoup sont inscrits, beaucoup ne savent pas forcément quand est-ce qu'il va falloir positionner cette technologie, à quoi elle sert, quelles sont les contraintes, quels sont les risques et quelles sont les plus-values d'utiliser ça par rapport à du VPN par exemple. On verra par la suite donc les bases d'IPv6, puisque c'est effectivement Direct Access est une technologie, une feature killer que Microsoft pousse afin de pousser la technologie IPv6. On verra ensemble pourquoi cette technologie va être primordiale. Et donc on verra les quelques bases qui vous permettront de démystifier cette petite technologie qui fait peur. On verra après, j'allais dire tout simplement comment fonctionne d'un point de vue réseau, d'un point de vue système, la solution Direct Access à travers les modules qu'il va falloir installer, les prérequis qu'il va falloir configurer. J'entends par là tout ce qui va être IPsec, les GPO et toute la j'allais dire toute l'organisation qu'il va falloir avoir autour du projet. Et on verra par la suite donc un déploiement pratique que Florent nous fera à travers sa maquette. Donc on verra la phase d'installation, de déploiement et le test en utilisation concrète. Donc on se déplacera rapidement aux États-Unis pour voir si on continue à se connecter à notre superbe maquette. Quel beau voyage, n'est-ce pas? On verra donc dans le dernier scénario, le scénario avancé, donc une technologie assez peu connue par les partenaires, à savoir UAG qui est j'allais dire le nouvel IAG, Intelligent Asset Gateway, et on verra les scénarios qu'on va pouvoir aborder ensemble via cette techno. Ok, donc on va partir tout de suite pour la vue d'ensemble Direct Access. Donc avant de rentrer un peu dans les détails techniques, je ne vais pas résister à l'envie de vous mettre cette citation de Bill Gates, de rien, ça m'a fait plaisir, dans lequel il nous disait que qu'il voyait que finalement le monde allait tendre vers un accès à l'information depuis n'importe où, n'importe quand. Et c'est un peu Direct Access finalement qui concrétise cette vision-là. Alors,
Pourquoi justement, pourquoi on a implémenté Direct Access, pourquoi on a conçu cette technologie, sachant qu'on a déjà actuellement des technologies d'accès réseau à distance. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de collaborateurs qui sont amenés à travailler à distance, en dehors des locaux de l'entreprise. Le nomadisme est aujourd'hui extrêmement important dans la façon dont on travaille. Il y a une réelle évolution sur la façon de travailler, et on est de plus en plus amené à se connecter à nos ressources internes à l'entreprise à distance, et bien souvent en passant par des réseaux non sécurisés sur lesquels on n'a pas forcément toujours la main, ou la possibilité du moins d'interagir pour davantage sécuriser nos communications. Effectivement, que ce soit un aéroport ou tout simplement le site d'un client aussi. Hein. Donc c'est pour ça que finalement aujourd'hui on est un peu dans une nouvelle façon de penser le réseau, d'appréhender la façon dont on gère le réseau. À une époque, on se disait, le réseau, voilà, il est là où mes bâtiments se trouvent, avec le réseau classique d'entreprise, la DMZ, et puis l'accès à Internet. Et avec Direct Access, on va voir qu'on va faire changer cette mentalité-là, pour davantage arriver à une mentalité où on dit que finalement, le réseau est là où les utilisateurs et les ressources vont se trouver. On va étendre le réseau à l'emplacement de nos utilisateurs et de nos ressources. Est-ce qu'on pourrait dire quelque part qu'en fait, le réseau, c'est plus simplement, j'allais dire, notre bâtiment, mais tout simplement la planète? Tout simplement la planète. On va voir comment avec Direct Access, justement, on arrive à étendre notre réseau au-delà des frontières classiques des bâtiments d'entreprise. J'ai hâte de voir ça. Alors justement, on peut parler de VPN en termes de connexion d'accès à distance. Les VPN marchent très bien. Les VPN marchent très bien, oui, si on veut, parce qu'effectivement, on va se retrouver avec quand même quelques limitations au niveau de cette technologie. Alors, pas de choses, en parler un peu plus, Michael. Très rapidement, oui, effectivement, on va commencer par déjà le temps d'établissement de la connexion. C'est pas forcément toujours quelque chose de facile. C'est quelque chose qui est en plus manuel. De base, effectivement, après on va pouvoir scripter, on va pouvoir faire en sorte de lancer la connexion automatiquement, bien sûr. Mais de base, c'est vraiment un geste, j'allais dire, volontaire. Un petit peu comme le parachutisme, c'est à nous de lancer la connexion. On va se retrouver aussi avec des connexions qui vont bien souvent être, c'est quelque chose que tout le monde connaît, impossible. On va se retrouver chez un client qui a bloqué absolument tous les ports, PPTP, L2TP, over IPsec par exemple. Un aéroport, un hôtel, n'importe où, on peut être sujet à des filtrages de connexion. Exactement. Et là, on se retrouve bien seul quand on est en présentation client et qu'on se rend compte qu'il nous manque une date qui est sur l'intranet. Donc la connexion VPN impossible, effectivement, et puis coupure intempestive, hein, je me balade d'une salle à une autre, c'est pas impossible que mon VPN lâche et c'est parti pour le relancer, quoi. Donc tout ça, c'est des gestes manuels qui font qu'en termes d'expérience utilisateur et de management, c'est pas forcément ce qui se fait de mieux, quoi. Donc puis accessoirement, on passe aussi par des tests de performance plus ou moins réduites à partir du moment où on va essayer de faire passer tout le trafic réseau à travers son VPN pour repasser par la passerelle de l'entreprise pour ressortir sur Internet. Donc tout ça, c'est des petites limitations du VPN, et on verra par la suite que Direct Access facilite, j'allais dire, tout ça, quoi. Alors, on va quand même continuer sur un petit quelque chose, c'est que le VPN, il ne faut pas considérer que c'est une technologie qui est morte. On verra par la suite ensemble que c'est une technologie qui va s'appliquer à tous les systèmes d'exploitation antérieurs à Windows 7, Enterprise et Ultimate. Donc c'est vraiment quelque chose qui va rester ici. Et ce que j'aimerais bien, c'est que Florent, tu nous dises un petit peu plus sur Direct Access, pourquoi, histoire que tu fasses passer le VPN pour un rigolo, quoi. Alors, pour le coup, de façon simple, qu'est-ce que Direct Access? C'est tout simplement la possibilité, où que je sois, à n'importe quel endroit, chez moi, derrière ma box ADSL, à l'hôtel, à l'aéroport, que ça soit derrière du NAT ou avec une clé 3, n'importe où, je puisse toujours avoir une connexion à mon réseau d'entreprise et accéder à mes ressources locales, tout en pouvant naviguer de façon très classique sur Internet, et ce, sans intervention de l'utilisateur. On va voir que la connexion Direct Access, une fois paramétrée, est totalement transparente du point de vue de l'utilisateur, et il n'y a aucune intervention côté utilisateur pour pouvoir se connecter en Direct Access au réseau de l'entreprise. Admettons, j'ai une application qui se lance dès le démarrage de mon Windows, elle va pouvoir se connecter au serveur? Elle se connectera au serveur, sans avoir à faire de paramétrage particulier. On verra que le paramétrage est une tâche côté administration, et que l'utilisateur qui veut se recentrer sur son métier, pour être productif, n'aura pas à se soucier de ces aspects-là de connectivité. Donc en gros, n'importe où dans le monde, quelles que soient les frontières, j'allais dire, les firewalls, les protections X ou Y, j'aurai toujours accès à mon entreprise. Exactement. Peu importe les filtrages en place, on se connectera toujours au réseau entreprise. Alors ça apporte déjà cet avantage effectivement côté utilisateur, cette transparence de connexion et cet accès permanent aux ressources. Et ça introduit une notion supplémentaire justement par rapport au VPN, et qui est extrêmement importante, c'est le fait de redonner le contrôle en fait
au service informatique d'entreprise de ces machines nomades qui sont parties se balader. Parce que bien souvent, c'est le cas de ces machines qui partent à l'extérieur des réseaux d'entreprise, sur lesquels les administrateurs perdent le contrôle et peuvent potentiellement revenir ultérieurement dans le réseau en ayant été contaminés. L'avantage de Direct Access, c'est que comme finalement mon réseau est étendu là où se trouve ma ressource informatique, la machine va rester connectée au réseau de l'entreprise. Et je vais pouvoir l'administrer et pousser des mises à jour. Exactement. D'accord. Nous allons pouvoir à distance aller appliquer des mises à jour, appliquer des stratégies de groupe et donc conserver le contrôle sur cette machine qui était partie justement se balader. Donc plus de perte pour les administrateurs réseau de ces machines nomades. Pour ton SCCM alors. Qui sont souvent, voilà, exactement, source de conflits quand elles reviennent dans le réseau interne de l'entreprise. Et évidemment, ce sont des connexions parce qu'on va envisager aussi de faire passer des données métiers éventuellement. Donc il faut qu'on sécurise un petit peu tout ça, non? Donc ce sont des connexions qui sont totalement sécurisées et qui sont capsulées, on va le voir un peu plus en détail dans la technique après, dans des tunnels IPsec, donc qui reposent sur des mécaniques de certificat, pour avoir vraiment une sécurité totale dans nos échanges. Donc voilà en quelques mots ce qu'est Direct Access. Étendre son réseau d'entreprise à la planète. Plutôt pas. Alors, voilà, vous allez voir ici un schéma d'ensemble de la solution, un schéma très simplifié que Michael va peut-être pouvoir nous commenter un petit peu. Ah oui, alors très rapidement, on va considérer avoir un client conforme, donc je vise celui qui est en haut à droite, le client conforme sur Internet. On va pouvoir déjà dans un premier temps, histoire de mettre directement les bases, quand on parle de client conforme, on parle de client sain quelque part. Donc on va pouvoir travailler avec la technologie NAP qui va nous permettre de contrôler, j'allais dire, l'état de notre ordinateur. Est-ce que j'ai le bon niveau de mise à jour, tant au niveau de mon antivirus que de mon système? Est-ce que déjà je vais autoriser ce client à se connecter à mon entreprise? Ceci fait, on va passer par la technologie Direct Access. Et qu'est-ce qui va se passer? On va tout simplement créer un tunnel IPsec basé sur des paquets IPv6. Donc, on verra par la suite que l'Internet n'est pas full IPv6. Donc, on parlera des technologies de transition qui nous permettront d'éviter d'avoir, j'allais dire, à refaire toute notre infrastructure, aussi bien Internet que interne à notre entreprise. On va complètement encapsuler tout ça dans l'IPv4. Donc, je fais un tunnel IPsec jusqu'à mon serveur Direct Access. Et mon serveur Direct Access va prolonger ce tunnel IPsec jusqu'à mes serveurs de ressources. Alors il faut voir par rapport à du VPN, le VPN va s'arrêter à notre serveur VPN, alors qu'ici on va vraiment continuer à sécuriser les données de bout en bout, de end-to-end. Voilà, j'étais plutôt bien. D'accord, oui. En termes justement aussi de routage pour le trafic réseau, donc il faut savoir que Direct Access va s'installer sur un serveur 2008 R2 uniquement, et que donc il est matérialisé sous la forme d'une feature sur la console du serveur. On verra par la suite que ça va être très très simple à configurer. Sa configuration. Alors je vais peut-être te laisser nous expliquer pourquoi Direct Access est bien plus qu'un simple accès à distance. Et bien je dirais donc pour toutes ces raisons-là, il y a vraiment quatre points importants à retenir sur ce qui est Direct Access. Donc bien entendu une connexion permanente entre l'utilisateur et le réseau d'entreprise, donc qui va améliorer justement la productivité puisqu'il n'y aura pas d'intervention manuelle de l'utilisateur pour pouvoir accéder aux ressources de l'entreprise. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on a voulu simple d'un point de vue de l'utilisateur. Autre aspect important et sur lequel j'insiste, c'est le fait de pouvoir redonner le contrôle de ces machines nomades au réseau, au service informatique, donc en permettant de maintenir les machines à jour, en termes de patch de sécurité, d'update, de stratégie de groupe éventuellement. L'accès Direct Access est bien entendu contrôlé dans le cadre de politiques qui vont se baser sur des certificats machines et des clés d'identité utilisateur pour pouvoir valider finalement le fait qu'un utilisateur avec sa machine est autorisé à accéder. Donc, effectivement, il nous faudra une PKI d'entreprise. La PKI sera un prérequis technique, on va le voir après dans la partie technique. Et puis évidemment, toutes ces connexions sont sécurisées parce qu'on va se reposer justement sur des chiffrements IPsec. Donc vous avez deux petites phrases en bas du slide qui résument très bien la différence entre les deux technologies, à savoir qu'un VPN
va connecter l'utilisateur au réseau, c'est simplement une connexion qu'on va initier pour accéder à la ressource, et Direct Access va étendre le réseau à la machine et à l'utilisateur. Donc oui. une notion différente entre ces deux technologies. Ouais, le VPN est vraiment, j'allais dire, dédié à l'utilisateur, alors que Direct Access, on va avoir pour vocation à administrer toutes nos machines, quoi, hein. Donc on va vraiment être plus du côté hardware. En résumé, Michael, quels sont les objectifs? En résumé, on a déjà pas mal parlé là-dessus. Donc s'il y a un slide sur lequel il faut prendre une photo, c'est celui-là, histoire de retenir rapidement l'essentiel. Rendre les utilisateurs plus mobiles, donc ça on en a parlé. Se connecter depuis n'importe où, effectivement c'est exactement le concept. Rester connecté en permanence dès l'allumage de la machine, afin de pouvoir l'administrer. Travailler plus efficacement sans contrainte, donc en termes d'ergonomie et d'expérience utilisateur, c'est vraiment ce qui va se faire de mieux. Et redonner le contrôle aux équipes IT. Je l'ai mis en rouge puisque c'est quand même assez impressionnant de se dire que ma machine elle est n'importe où sur la planète et je vais pouvoir continuer à l'administrer comme si elle était sur mon LAN. C'est un gros apport par rapport au VPN. Ouais, non. Du coup. Écoute, moi je vais t'inviter, Florent, histoire de que tu m'as laissé parler sur mes petits schémas, de te faire une petite présentation du IPv6, parce que c'est un petit peu les bases de cette technologie. Allez, c'est un sujet sur lequel on a beaucoup de, voilà, on en parle beaucoup. On va pas vous faire une formation complète sur IPv6, on n'aura pas cette prétention, et puis ce sera un sujet à part entière en soi. Parce que moi je suis pas très fan, hein. Les bases que tu m'as mises très bien suffit pour mettre en place Direct Access. Donc on vous a préparé en 3 slides en fait vraiment le minimum syndical à retenir pour être capable de travailler avec Direct Access. Première chose sur laquelle il faut vraiment intégrer, c'est que Direct Access est une technologie qui ne fonctionne qu'en IPv6. La technologie Direct Access s'appuie complètement sur IPv6 et tous les échanges entre les clients Direct Access et nos ressources NAM vont se faire en IPv6. Et on verra par la suite comment tromper, comment packager de l'IPv6 dans l'IPv4, parce que votre infrastructure n'est pas forcément à jour. Ne vous sauvez pas tous, on a des solutions pour ça. Donc le temps d'IPv6 est venu, bien sûr, ça fait des années qu'on en parle et maintenant on va arriver effectivement à ce problème de pénurie d'adresses IP, en raison de la limitation maintenant du nombre d'adresses disponibles en IPv4. Donc très simplement IPv6, qu'est-ce que ça représente par rapport à IPv4? Des adresses déjà codées sur 128 bits, donc ça permet d'adresser plus de personnes. Ça permet du coup d'avoir bien plus de combinaisons disponibles et donc bien plus d'adresses. On pourra avoir bientôt le frigo, le four à micro-ondes adressé en IP sans problème. J'ai vraiment hâte. Des configurations beaucoup plus simples. On verra que sur IPv6 en fait est une technologie dans laquelle le rôle du DHCP est délaissé et moins utilisé dans le sens où on va redonner plutôt aux équipements réseau la responsabilité de gérer l'adressage IPv6 et notamment aux hôtes, donc les systèmes d'exploitation comme Windows Server qui vont être capables de se générer eux-mêmes des adresses IPv6 pour communiquer. Mais ne vous inquiétez pas, vous pouvez le garder dans vos infrastructures clientes. Donc en rôle, voilà, de la configuration davantage côté routeur et côté système d'exploitation. IPv6 apporte également beaucoup plus de sécurité. On verra notamment les headers, les entêtes IPv6 requièrent obligatoirement de l'inscription IPsec, donc il y a un apport en termes de sécurité. C'est natif. Des mécaniques de routage qui vont être beaucoup plus simples vis-à-vis d'IPv4. Là où en IPv4, on est à chaque fois obligé au niveau des routeurs de faire un calcul entre l'adresse IP et le masque de sous-réseau pour déterminer. C'est logique. Voilà, le réseau de destination. Avec IPv6, on a beaucoup simplifié cette approche-là et effectivement nos routeurs vont s'en trouver soulagés. Et puis un changement effectivement au niveau des DNS, les enregistrements qui étaient des enregistrements de type A en IPv4 vont devenir des enregistrements de type quadruple A avec des adresses IPv6. D'accord. Alors un peu plus de technique maintenant. Donc on a vu IPv6 codé en 128 bits, donc 4 fois plus long que les adresses IPv4 qui étaient en 32. Comment ça se présente? Les adresses IPv6 vont toujours apparaître de la forme suivante. On va avoir la partie réseau, donc ce qui était par analogie la partie NetID en IPv4 qui sera codée sur les 64 premiers bits. Donc c'est ce qui apparaît ici en orange sur le deuxième boulette. Et la partie hot qui était par analogie la partie host ID en IPv4 qui va apparaître sur les 64 derniers bits de l'adresse. D'accord. Donc vous avez un exemple au troisième point, là, une adresse donc notée en hexadécimal. Alors, a priori, effectivement, ça paraît assez barbare et difficilement intelligible. Et vous avez là, voilà, vraiment la représentation de l'adresse avec la partie réseau en orange et la partie hot en vert. Alors, je disais tout à l'heure que le routage était simplifié.
Pour quelle raison il est simplifié? Tout simplement parce que même si cette adresse paraît assez difficile à lire, la partie réseau finalement apparaît tout de suite. On n'est pas obligé de faire le hello J comme on avait l'habitude avec en IPv4, puisque voilà, l'identifiant est unique et il apparaît immédiatement ici. Donc dans l'exemple du troisième point, on voit que le réseau qui correspond à l'autre 5678 est en fait 2001, 0db8, ABCD, 1, 2, 3, 4. C'est directement la partie réseau qui est codée dans les 64 premiers bits. Donc plus besoin de faire de logique, on a tout de suite cette partie-là qui apparaît en clair. Alors bien entendu, heureusement, on va avoir quelques subtilités pour, je vais dire, écrire l'adresse de façon plus simple, plus simple à lire pour nous. Ah oui, explique-nous vite fait la simplification, là, ça va être intéressant. On va pouvoir donc voilà très facilement remplacer en fait les séquences de 0 par un caractère qui va être deux fois le double point. Donc on va pouvoir faire ça une seule fois par contre dans l'adresse. Et ce que vous voyez en fait au quatrième point, c'est la concaténation de l'adresse, c'est-à-dire que toute la séquence de 0, qu'elle commence dans la partie netID et qu'elle finisse dans la partie hostID, va pouvoir être concaténée pour donner au final l'adresse 2001, 2.db8, 2.2.1. Ce qui est vraiment l'équivalent de l'adresse qu'on avait au départ avec l'ensemble des 0. Donc c'est une petite technique qui permet de simplifier l'écriture de ces adresses. Voilà, donc je ne vous embête pas plus avec ça, c'était simplement pour vous donner un petit aperçu de la notation d'une adresse IPv6. Et je finirai sur IPv6 en fait en parlant d'une notion qui est assez importante, qui est finalement la notion de préfixe réseau. Ce qu'on pouvait appeler en IPv4 le réseau ou le sous-réseau s'appelle désormais en IPv6 le préfixe réseau et correspond bien entendu aux 64 premiers bits de l'adresse. Donc toujours pareil, ça correspond à la partie orange. Je vous parle des préfixes réseau parce qu'on va voir qu'il y en a certains qui sont entre guillemets remarquables ou particuliers. Qu'il faudra remarquer dans notre architecture Direct Access. Effectivement bien vérifier puisqu'ils vont être utilisés dans l'architecture Direct Access. Donc je vous ai mis en fait sur la droite un petit tableau qui va récapituler les principaux préfixes réseau qui vont nous aiguiller sur le type d'adresse IPv6 qu'on va rencontrer. Le premier qui va être assez fréquent, qui va commencer par SE80, qui est le préfixe réseau qui va introduire une adresse IPv6 qui serait par analogie l'équivalent de ce qu'on appelle l'appli-port en IPv4. Donc toutes les adresses qui vont commencer par SE80 quelque chose seront des adresses qui ne seront pas routables sur l'Internet, par contre que je vais pouvoir utiliser pour communiquer entre des machines qui vont être délimitées dans un segment réseau par un routeur. Donc ça va être vraiment l'équivalent des adresses API-PAS. Toutes les adresses commençant par SE80 vont être équivalentes aux adresses API-PAS. D'accord, donc ce sont les adresses qu'on appelle link local. On va ensuite avoir des préfixes qui vont pouvoir commencer par 2 ou par 3, qui seront des adresses de type global unicast qui vont nous permettre d'être complètement routables sur l'Internet. Donc ça va être le cas par exemple des adresses ISATAP, on verra cette notion-là tout à l'heure. Les préfixes qui vont commencer par 2002 seront des adresses 624 qui sont aussi complètement routables. Et les adresses qui vont commencer par 2001 de point quadruple 0 seront des adresses de type Teredo. Donc ne vous inquiétez pas, on verra tout ça très simplement tout à l'heure et on vous dira à quoi ça sert. On va rentrer un peu plus maintenant dans le vif du sujet avec le fonctionnement de Direct Access, Michael. Eh bien écoute, allons-y. Mais alors Direct Access, comment ça marche? Très simplement. Alors, d'un point de vue infrastructure, ça ne va pas vraiment être plus compliqué que ça. Le client, en fait, va détecter qu'il est connecté à un réseau. Bonjour, est-ce que je suis sur Internet et est-ce que je vais utiliser Direct Access ou est-ce que je vais être en interne et est-ce que je vais devoir directement me connecter à mes ressources sans passer par mon interface Direct Access, si je puis dire, par abus de langage. En fait, comment on sait sur quel réseau on est? Tout simplement en allant contacter le NLS. Le NLS, c'est quelque chose de très important et primordial et un prérequis technique, c'est le Network Location Server. Grâce à ça, en fait, le NLS, c'est ni plus ni moins qu'un site web sécurisé en SSL et en anonyme. Petit conseil, c'est que sur cette partie-là, ce site web ne soit pas l'intranet de votre entreprise pour pas surcharger votre intranet, par exemple un SharePoint, pour pas le surcharger par des requêtes complètement inutiles d'un point de vue métier. Donc, typiquement, à Microsoft, Laurent, tu l'avais pu le constater, j'ai été émerveillé effectivement de voir que un site web de JS avec la page d'accueil servait très bien à remplir le rôle de NLS. Voilà, le but c'est que cette page se charge le plus rapidement possible et que l'utilisateur, le PC sur lequel on va essayer de contacter, à partir duquel on va essayer de contacter le NLS, puisse résoudre ce nom. Donc ce nom, c'est ni plus ni moins qu'un FQDN interne non routable à partir d'Internet. Sinon, si on est sur Internet et qu'on peut le contacter, on va considérer qu'on est en interne. Ça va pas très bien se passer.
Donc si on n'est pas sur le réseau interne justement, Michael, que se passe-t-il? Et de l'extérieur, on contacte le NLS, ça marche pas. Et du coup, je vais me connecter via Direct Access. Je vais tout simplement, faire un échange de certificats avec mon serveur Direct Access, lui envoyer mes credentials, et puis à partir de là, je vais pouvoir me connecter à mes ressources d'entreprise, si toutefois, effectivement, j'ai pas été mis en réseau de quarantaine par du NAP. Le NAP qui est complètement optionnel dans notre infrastructure Direct Access. Et ça marche tout simplement, ouais. Ah oui, alors ça aussi c'est très important et on n'en a pas parlé jusque-là. Florent, tu veux nous présenter ce petit slide pour nous dire, effectivement, en termes de licence, qu'est-ce qu'il faudra prendre à vos clients, pour que tout soit parfaitement fonctionnel, et vous verrez que malheureusement tous les clients à l'heure actuelle ne vont pas pouvoir passer sur du Direct Access à cause d'une petite erreur d'achat, on va dire. Alors déjà, côté serveur, Direct Access est une fonctionnalité qui est apparue avec Windows Server 2008 R2 et qui est exclusivement disponible sur la R2 de Windows Server 2008. Oui, donc effectivement, si vous n'aviez pas de serveur Windows 2008 R2, il faudra en racheter un, et si vous n'aviez que du 2003, il faudra racheter les cales Windows Server 2008. Côté client, obligatoirement du Windows 7, et là attention, parce qu'on a déjà eu la remontée, ce sera du Windows 7 édition Ultimate ou Entreprise. La version Pro, Business, ne prend pas en charge la fonctionnalité de Direct Access. Donc, en récapitulatif, la Home non plus. Obligatoirement Windows 7 édition Ultimate ou Enterprise pour prendre en charge Direct Access côté client. Donc voilà, c'est très important de pouvoir appuyer là-dessus, Florent, merci beaucoup, puisque du coup, ça vous permettra d'éviter de faire des petites erreurs, de commander les mauvaises licences. Exactement. Alors, quelques prérequis techniques pour Direct Access? Ah bah oui, bien sûr. Ce qui va se passer, c'est tout simplement qu'on va avoir besoin de Windows Server 2008 R2 avec deux cartes réseau. Donc une pour l'Internet, une pour l'intranet. Vous voyez simplement le serveur Direct Access comme un routeur. Un routeur qui va permettre de connecter les utilisateurs distants à votre intranet. Et par contre, il y a une petite spécificité au niveau de la carte Internet, Florent. Donc, sur la carte Internet, il faudra disposer d'au moins deux adresses IPv4 publiques consécutives. Alors pourquoi deux adresses IPv4 publiques consécutives? Parce qu'on va se servir de ces deux adresses-là pour pouvoir réaliser par la suite un certain nombre de tests vis-à-vis de nos ordinateurs, nos clients nomades sur Internet, afin de déterminer justement le type de connexion par lequel ces machines nous contactent, et qui nous permettront donc derrière, par la suite, de les connecter en Direct Access. Donc deux adresses IPv4 publiques consécutives pour la carte qui se trouve connectée à Internet. D'accord. Peut-être comme bon vous semble pour la carte intranet, ça se passera bien. Donc pour ceux qui se demandent, effectivement, soit vous pouvez potentiellement avoir deux cartes réseau dédiées à l'Internet avec chacun une IP, tant que c'est des IP publiques. Donc, ou sinon, vous pouvez parfaitement, fonctionnellement, ça marche très bien sur un Windows, assigner à une même carte réseau deux adresses IP publiques consécutives. Ça marche très bien. Après, on a un petit quelque chose qui est ni plus ni moins qu'un prérequis technique, avoir au moins un Windows Server 2008 SP2, ou R2 pour... Idéalement R2. Et idéalement R2, qui ait le rôle de DNS et de contrôleur de domaine. Voilà, ceci fait, ça se passera bien. Et la PKI, du coup, on en a besoin? Une infrastructure à clé publique, obligatoirement, pour pouvoir sécuriser tout ça? Sécuriser et émettre justement des certificats ordinateurs, notamment. Optionnellement des certificats de carte à puce si on veut vraiment renforcer la partie authentification côté utilisateur. Oui, alors c'est vrai que pour les premiers déploiements Direct Access, partez pas dans la folie des grandeurs à vouloir tout sécuriser dans tous les sens. Déjà, mettez un bon POC en place avec simplement du Direct Access et on fera évoluer la plateforme dans un second temps. Voilà, la sécurisation de base avec les certificats IPsec et l'authentification Active Directory est déjà extrêmement sécurisante en termes d'accès. Donc, pour un premier déploiement, effectivement, on recommandera d'abord de partir sur ce type d'implémentation, et par la suite, on pourra ajouter des options un peu plus robustes comme les certificats de carte à puce. Voilà. Et tout à l'heure, on vous faisait peur avec IPv6. Tout simplement, pour pallier au problème du fait que tout le monde n'est pas en IPv6, aussi bien sur Internet qu'en intranet, beaucoup disent, une question très récurrente ces derniers temps, c'est est-ce que j'ai besoin de changer tous mes routeurs, tous mes switches pour que ceux-ci prennent en charge IPv6? La réponse, Florent? Eh bien non. Ah, merci. Donc effectivement, on va avoir ce qu'on appelle des technologies de transition qui sont... Alors, on va les voir par la suite. C'est pas quelque chose que vous allez mettre en place avec votre petite main. Le but, c'est que Direct Access prenne en charge ces technologies nativement.
Donc on verra l'ISATAP, on verra le Teredo, on verra le 624, on va vous décrire tout ça dans un second temps. Maintenant, bon bah, pourquoi UAG c'est facultatif? Je vois ça sur ton slide. Pour quelques scénarios, on va dire un peu plus avancés sur Direct Access, notamment si on veut apporter de la haute disponibilité au niveau de notre serveur Direct Access, Parce qu'on ne peut pas le faire de base au niveau de la haute dispo. il faudra rajouter une couche supplémentaire Oui, qui est UAG. Oui, ou sinon il y a une autre solution pour faire de la haute dispo sur Direct Access, c'est de le mettre dans une machine virtuelle et faire un cluster Hyper-V pour la bascule. Enfin bon, c'est une autre sorte de haute disponibilité qui peut revenir cher. Donc du coup, suite. Alors on va revenir sur l'établissement maintenant de la connexion Direct Access avec notre serveur, et notamment comment on détecte si on est en interne ou en externe par le mécanisme du NLS. Donc Michael, qu'est-ce que tu peux nous dire Ça rapidement, on l'a déjà vu tout à l'heure, mais c'est très bien de marteler tout le monde avec ça, puisque le NLS c'est ni plus ni moins que le point central qui fera que votre infrastructure fonctionnera ou pas. Donc effectivement, un client Direct Access doit détecter s'il veut utiliser Direct Access ou pas. Pour ça, on va essayer de contacter notre, FQDN privé non routable sur Internet. Donc typiquement, mon NLS.mondomaine.ad.local et non pas un .fr ou .com. Enfin, sinon vous bloquez tous les accès au NLS à partir de l'extérieur si tel était le cas. La détection donc utilise un serveur web en HTTPS, donc il vous faudra vous munir d'un certificat web pour sécuriser cette connexion. Accessoirement, il faudra aussi que ça soit de l'anonyme, puisqu'on va utiliser un compte Network Services. Donc bref, le but c'est qu'au niveau de JS, vous configurez que ça soit directement de l'anonyme et tout se passera bien. C'est pas un site sur lequel vous devez avoir des données. De toute façon, puisqu'en termes de charge, si admettons vous avez, poussé via GPO que tous les ordinateurs de votre entreprise peuvent potentiellement faire du Direct Access, si la majorité du temps ils sont en interne dans l'entreprise, autant dire que dès qu'ils vont allumer leur PC, votre SharePoint par exemple, il va tomber. Enfin, non, puisque vous l'aurez bien dimensionné. Alors, petite subtilité également, vous permet d'ajouter le profil de pare-feu, le pare-feu qui doit être obligatoirement activé au niveau des machines clientes pour que les règles IPsec ça puisse s'appliquer, sinon ça ne marche pas. Exactement. Grosso modo, dès qu'on sera à l'extérieur de l'entreprise, on va utiliser donc le pare-feu, on va avoir les règles IPsec qui vont s'activer, et dès qu'on sera en profil domaine à l'intérieur de l'entreprise, on pourra bypasser cette technologie d'encryption qui peut potentiellement être vue comme quelque chose de lourd en interne, quoi, de superflu, dirais-je. Alors maintenant qu'on est connecté à notre infrastructure Direct Access, un point important. Oui, moi ça m'intéressait bien, c'était de savoir du coup quand tu es sur Internet, comment tu fais la résolution entre une adresse, un www.bing.com ou mon blog, et une adresse interne. Donc tu veux dire comment je sais finalement quel serveur DNS je dois aller interroger? Tout simplement oui, si tu vas aller sur les DNS publics ou sur les DNS de ton infrastructure Direct Access, qui est ni plus ni moins que ton réseau. Alors pour ça, on a introduit un superbe composant dans Windows 7, qui justifie en partie justement le fait que le Direct Access ne fonctionne qu'avec du Windows 7 et pas d'autres technologies. Il y a un petit quelque chose qu'on a oublié de préciser tout à l'heure concernant justement le fait qu'on va utiliser du Windows 7, on ne va pas pouvoir utiliser du Vista. Windows 7 Enterprise Ultimate, très bien, jusque-là tout le monde l'avait. Il ne faut pas oublier que le Windows 7 doit être absolument sur le domaine. Il doit absolument être sur le domaine de l'entreprise. Typiquement, vous n'allez pas faire du Direct Access à partir d'un PC utilisateur qui l'utilise chez lui, qui n'a pas du tout de relation avec le domaine. Dans ce cas de figure, on continuera à utiliser notre bon vieux VPN. Excuse-moi de t'avoir coupé du coup. Très bien, mais je suis toujours... Du coup, mais juste en prie. Continuons cette résolution. Alors, revenons à nos résolutions DNS. Donc comment ça va se passer quand je vais être connecté à distance en Direct Access et que je vais vouloir accéder à des espaces de données qui vont être des espaces de données publics, donc sur Internet, ou quand je vais vouloir accéder à mon espace de données privé dans mon intranet. Alors j'ai un composant qui s'appelle la NRPT, la Name Resolution Policy Table, qui va agir finalement en tant que comme un redirecteur conditionnel pour les requêtes DNS en fonction du nom que je vais taper. Prenons un exemple très simple. Je vais taper dans mon navigateur préféré Internet Explorer, technet.microsoft.com, donc c'est une adresse effectivement un nom public qui est accessible sur Internet, et je vais aller interroger ma table NRPT pour savoir si je dois justement aller interroger les DNS publics que ma connexion réseau, dans ma connexion réseau à connaissance, ou si je dois aller interroger mes serveurs DNS internes. Donc, dans le cas de technet.microsoft.com, je vais aller accéder à mon serveur DNS primaire
pour me renvoyer l'adresse IP justement de ce site-là. Tu pourras nous montrer une table NRPT plus tard? On va la voir juste après. Ah, c'est merveilleux, merci. Admettons maintenant que je souhaite accéder à serveur1.corp.microsoft.com, qui est donc effectivement un serveur interne à mon réseau d'entreprise. En interrogeant ma NRPT, je vais voir que là, je dois aller contacter un serveur DNS interne. Donc ma NRPT contient l'adresse IPv6 du serveur DNS interne, puisque en Direct Access, on travaille qu'en IPv6, je le redis. Et le serveur DNS interne va me renvoyer un enregistrement de type quadruple A avec l'adresse IPv6 associée à serveur1.corp.microsoft.com. D'accord, et on avait vu précédemment que notre serveur DNS interne était un Windows 2008 SP2 ou 2008 R2 et qui supporte parfaitement IPv6. Absolument. Donc voilà un exemple de NRPT. Tu as vu dans mes pensées. Vous voyez donc les espaces de nom qui sont mappés. Donc on verra que ces espaces de nom, on les paramètre à un moment donné dans la configuration du Direct Access. On a les adresses IPv6 des serveurs DNS associés, capables de répondre à ces requêtes-là. Et cette table va être en fait vraiment installée et utilisée uniquement côté client. Elle appartient au client Windows 7 et c'est lui qui va se charger d'aller interroger cette table-là dès lors qu'il va vouloir faire des requêtes DNS pour juger s'il faut aller accéder au serveur DNS interne ou taper les serveurs DNS primaires. On pourra la montrer durant la démonstration également. Alors, on pourra la montrer et retenez si vous souhaitez la visualiser, on a une commande qui est netsh name show policy qui permet d'afficher justement cette fameuse NRPT. Voilà, donc composant très important pour la résolution de nom et qui justement justifie en partie le fait que Direct Access n'est pris en charge que sous Windows 7. Alors maintenant, comment se passe concrètement l'établissement de la connexion à notre serveur Direct Access? Quels sont les tunnels IPsec mis en œuvre pour contacter nos serveurs Direct Access? Alors moi je connais pas tous les tunnels, mais le premier tunnel il était déjà bien. D'accord. Effectivement, il y en a deux, pour tout savoir. Donc le premier tunnel, ni plus ni moins, qu'est-ce qu'on va faire? Les clients Direct Access montent deux sortes de tunnels IPsec à travers le Direct Access Services. Le premier tunnel permet aux clients de voir les serveurs DNS, l'Active Directory et les serveurs de gestion. C'est ce qu'on va appeler les serveurs d'infrastructure. Donc dans un premier temps, effectivement, il va falloir, engager une conversation avec ces serveurs pour tout simplement leur donner nos credentials. Mais avant de donner nos credentials, il faut effectivement que nos certificats machines aient bien été délivrés par notre autorité de certification que notre serveur Direct Access va truster. Et donc, il change de certificat. Ok, la machine fait bien partie de mon réseau, je la truste bien, ok, elle va pouvoir se connecter, créer un tunnel jusqu'à mes serveurs d'infrastructure qui va me permettre d'envoyer mes credentials en NTLM V2 pour que ces derniers acceptent ma connexion. Donc double authentification, si je puis dire, une authentification machine et une authentification utilisateur. Ce qui va nous permettre tout simplement d'avoir un second tunnel, puisque une fois que la première chose est établie, dans un second temps, on va vouloir se connecter à nos serveurs de ressources. C'est bien qu'il est gentil de s'authentifier, tout ça, mais une fois que c'est fait, le second tunnel va nous permettre de contacter directement, tous notre serveur, se faire contacter par du SCCM, contacter des DNS, contacter un SharePoint ou un serveur de fichiers. Pour le coup, D'accord, donc en fait, on a finalement en résumé deux tunnels IPsec qui sont mis en œuvre dans le cadre de la connexion Direct Access. Un premier tunnel vers nos serveurs d'infrastructure, Active Directory, DNS, et un second serveur vers nos serveurs de ressources internes. C'est bien ça, Michael? Exactement. Donc effectivement, tout ce qui va être ressources, ça va plutôt bien se passer, ça va passer dans ce second tunnel. Tout à l'heure, je me suis trompé puisque effectivement, j'étais encore sur l'ancien slide sur mon PC. Donc effectivement, les serveurs d'infrastructure DNS et Active Directory, les serveurs de ressources, second tunnel, serveur web, serveur de fichiers. Alors là, on va atterrir, donc du coup, une fois qu'on a eu l'établissement de ces deux tunnels, on a besoin de communiquer, oui. Et comme on a vu, il fallait l'IPv6 absolument partout. Exactement, c'est ce qu'on vous répète depuis le début. Direct Access ne fonctionne qu'en IPv6. Les communications ne se basent que sur l'IPv6. Alors, problème, comment faire, sachant qu'aujourd'hui, la majorité, pour ne pas dire quasiment tous les réseaux fonctionnent avec de l'IPv4, que ce soit chez vous, dans vos réseaux locaux ou sur l'Internet, on est majoritairement IPv4, et on a besoin pour autant de fournir de la connectivité IPv6 pour que Direct Access reconnaisse les communications et puisse assurer le routage vis-à-vis de tous nos serveurs et nos clients. Exactement, donc si on est en full IPv6 natif, tout fonctionnera super bien. Par contre, effectivement, notre matériel réseau devra être adapté. À l'heure actuelle, voilà,
être en IPv6 nécessiterait effectivement un renouvellement du matériel réseau. Ce qui ne va pas être le cas si vous souhaitez justement implémenter du Direct Access, puisque Direct Access va embarquer avec lui des technologies de transition qui vont vous permettre d'éviter justement d'avoir à renouveler les infrastructures réseau. Donc on n'aura pas à changer les switches, les routeurs chez le client, on va pouvoir continuer à fonctionner dans son réseau IPv4. En encapsulant de l'IPv6 dedans, exactement, et ce grâce justement à des technologies qu'on va appeler des technologies de transition. Donc effectivement, tout ce qui est switch ne verra passer que du paquet IPv4, ce sera totalement transparent pour lui. Par contre, ce sera décapsulé à la fin au niveau de la réception du paquet. Voilà. Alors effectivement, on a différents scénarios envisagés selon l'emplacement finalement du client. Tout doit être en IPv6, aussi bien en interne qu'en externe. Exactement. Donc on a un premier scénario qui est le scénario déjà comment j'assure cette connectivité IPv6 dans mon intranet IPv4, dans mon réseau local. On va parler de la technologie associée qui s'appelle ISATAP. D'accord, donc ISATAP c'est pour fournir de l'adressage IPv6 encapsulé dans de l'IPv4 en interne. Dans mon intranet. Ça me paraît bien retenir ça. Très simple. D'accord. Et le 624 là que je vois apparaître, le 624 va nous permettre de fournir de la connectivité IPv6, toujours pareil, encapsulée dans les paquets IPv4 pour mes clients qui vont être sur Internet. Le client avec sa clé 3G. Ah oui, c'est important de le préciser, avec une adresse IP publique. Avec une adresse IP publique. Donc le client qui est en direct connecté sur l'Internet va pouvoir recevoir une adresse IPv6, faire de l'encapsulation de tous les paquets IPv6 dans de l'IPv4, grâce à la technologie qui s'appelle 624. Et qui est totalement embarqué dans Direct Access. Tout ce qu'on voit là, ISATAP, 624, IP HTTPS, tout ça c'est embarqué dans le Direct Access. Maintenant tu me disais, j'ai une clé publique, j'ai une adresse IP publique, je me balade avec ma clé 3G. Bon, moi très souvent, je suis derrière ma petite box ADSL chez moi, je suis derrière un NAT. C'est le cas qui va se produire le plus fréquemment. Deux machines, parce que j'ai un collègue qui vient travailler chez moi, comme ça le week-end on se verra le foot. Comment ça se passe? On est deux à vouloir se connecter, on n'a pas d'IP public. Et bien là, c'est ma petite techno préférée. On va voir comment Teredo adresse cette problématique de NAT, justement. Il nous permet, même derrière un NAT, de pouvoir être connecté en Direct Access. C'est la magie de Direct Access. D'accord. Et j'ai quelque chose de spécifique à configurer ou tout est fait tout seul par Direct Access? Avec Direct Access, tout est toujours fait tout seul. D'accord. Donc aucune intervention de l'utilisateur. D'accord. Donc toutes les descriptions qu'on verra après, c'est purement pour expliquer comment ça se passe dans un fonctionnement pratique d'un point de vue réseau. Mais d'un point de vue complètement d'utilisateur, c'est juste de l'interface graphique et tout est fait automatiquement. Ça reste toujours transparent. De la même façon, si toutes ces technologies de transition ne fonctionnaient pas, on aurait encore de l'IP HTTPS qui sera utilisé dans des cas de figure, par exemple, si on se trouvait derrière des pare-feux ou des proxys web vraiment très filtrants, on aurait encore la possibilité de se connecter en IP HTTPS pour assurer notre connexion Direct Access. D'accord. Donc on a vraiment tous les scénarios qui sont couverts grâce à ces technologies de transition fournies avec le serveur. Donc on va faire du spécifique et si on peut pas, on fait de l'IP HTTP. Exactement. D'accord, on verra tout ça comment ça marche. Et le DNS 624, NAT 62, comment tu le dis déjà? NAT 64. D'accord, donc effectivement de la correspondance entre, d'un point de vue NAT, entre de l'IPv6 et de l'IPv4. Et oui, il faudra bien penser effectivement qu'on peut avoir encore dans nos réseaux d'entreprise des hôtes destinataires qui ne prennent qu'en charge l'IPv4 sur lesquels le stack IPv6 n'a pas été implémenté. C'est le cas de par exemple Windows 2000. Effectivement, lui, il l'a pas vu passer. Il n'a pas vu passer. Donc ces hôtes-là qu'on va aussi vouloir adresser parce qu'on ne va pas les laisser tout seuls dans leur coin, on va avoir là aussi une mécanique qui va nous permettre, via un certain montage d'adresses virtuelles, de les adresser et de les contacter via IPv6. On va voir ça tout à l'heure avec UAG, comment on adresse. D'accord, donc ça c'est le scénario spécifique où les petites cartes réseau de nos serveurs supportent IPv6 et on va quand même pouvoir les adresser. Les adresser en IPv6. Donc on verra, on voit bien que toutes ces technologies sont uniquement là pour vous éviter de racheter du matériel. C'est vraiment le but de la transition, des technologies de transition IPv6 dans un monde d'IPv4. L'idée vraiment au final consiste à dire je vais prendre mon serveur Direct Access, je vais le poser dans l'infrastructure de mon client et sans toucher à tout l'environnement existant, ça va fonctionner. Bien sûr, maintenant pour une pérennité dans les 100 prochaines années, ils n'étaient pas passés en IPv6 en interne, à changer vos routeurs, à changer la DSL, ou sinon vous utilisez non, on va utiliser des technologies de transition, ce sera pas. Pour le moment, ça ira bien. Alors, ISATAP. Ok,
tu veux le présenter? Je crois que tu l'avais bien. Moi, je suis plutôt près du 624 si tu veux. On va repartir donc sur ISATAP. Donc le premier cas de figure, comment je fournis des adresses IPv6 à mes hôtes dans mon intranet IPv4. Eh bien, ça va se passer donc de la façon suivante. On va avoir notre serveur Direct Access qui va finalement être serveur ISATAP, donc il va pouvoir fournir des adresses ISATAP. Donc première étape, mon hôte ISATAP, ici, va aller faire une requête auprès de mon serveur DNS pour déterminer quel est le serveur qui est capable justement de fournir une connexion, qui est capable de me fournir des adresses ISATAP. Alors comme on le voit là sur le schéma, on fait une requête pour le nom ISATAP. Il faut faire extrêmement attention parce que de base, ce nom-là est bloqué au niveau de notre serveur DNS, c'est-à-dire qu'aucune machine ne peut s'enregistrer avec ce nom-là, puisque ça poserait des problèmes en termes de sécurité. Si demain, n'importe qui pouvait aller s'inscrire dans mon serveur DNS avec le nom ISATAP, et du coup pouvait distribuer des adresses IP, je pourrais potentiellement accéder à des machines via ces adresses. Oui, et c'est d'ailleurs pour ça qu'au niveau du serveur DNS, on a une liste de global queries qui sont bloquées, telles que de base le WPAD et l'ISATAP. Et donc, je vois qu'il y a marqué une magnifique commande qui va nous permettre de continuer à bloquer le WPAD, mais pas l'ISATAP du coup. Voilà. De base, ISATAP et WPAD sont bloqués. Quand on implémente Direct Access, on est amené à un moment à rentrer cette commande au niveau du serveur DNS. Donc c'est la commande en rouge, vous l'avez deviné. Donc DNS commande /config /global query blocklist WPAD. Je ne bloque plus que le nom WPAD au niveau de mon serveur DNS. Ce qui me permet d'aller requêter mon serveur DNS pour le nom ISATAP. Une fois que mon nom ISATAP a été identifié et que j'ai l'adresse IP correspondante à mon serveur ISATAP, je vais pouvoir aller le solliciter. Donc c'est le Direct Access qui allait s'enregistrer au niveau du serveur DNS pour s'enregistrer en tant qu'ISATAP. Exactement. D'accord, parfait. Ma requête DNS a permis de le localiser, de localiser son adresse et d'aller maintenant justement le requêter pour pouvoir avoir une adresse IPv6. Donc le serveur ISATAP va me publier en réalité le préfixe qui est il y a un préfixe IPv6 et qui est déjà encapsulé dans un paquet IPv4, qui va permettre à mon hôte ISATAP de se configurer et de se générer une adresse IPv6, donc la partie host ID va être générée par l'hôte en concaténant le préfixe qui sera fourni par le serveur ISATAP. D'accord, donc super simple, il suffit d'avoir un Direct Access, de taper cette commande sur le DNS, on s'enregistre en tant qu'ISATAP et nos petits clients vont chercher l'ISATAP et vont recevoir une adresse IPv6 de la part de notre Direct Access. Exactement. Et donc, voilà, on voit ici effectivement des adresses ISATAP, donc avec le préfixe 2001, qui sont adressées correctement sur notre réseau. Donc l'étape de routage, effectivement, tout de suite se met à jour. Petite subtilité à savoir, dès lors qu'on aura des adresses ISATAP, l'adresse de communication de préférence sera en priorité l'adresse ISATAP. Donc on va aller après communiquer en IPv6. D'accord. Donc là, on a cerné le scénario où on a besoin de l'IPv6 de bout en bout, aussi bien en externe qu'en interne. Là, on a complètement, briefé l'interne pour prendre en charge l'IPv6 voilà. De manière totalement transparente. Notre réseau interne est préparé, nos hôtes peuvent communiquer en IPv6, donc toute la partie interne est adressée. On va voir maintenant comment on s'occupe des clients qui sont partis sur Internet. D'accord. Alors, premier cas, le cas le plus simple, je te laisserai le plus compliqué derrière le net. Pour l'instant, je suis l'host B et j'ai une adresse IP publique puisque je suis connecté en 3G. Donc, je suis sur mon bateau, j'essaye de me connecter à du Direct Access. Comment je fais? De base, je vais avoir une IPv4, mais vu que je me suis déjà connecté une fois au niveau de mon réseau, qu'on m'a défendu les GPO, je connais l'adresse de mon serveur Direct Access. Tout simplement, je vais aller lui demander, salut, est-ce que tu aurais une adresse IPv6 à me fournir? Donc, pas avoir d'IPv6, je vais recevoir une adresse IPv6. De type 624, donc on reconnaît le préfixe, bien entendu, 2002. Hein. On verra après, ouais, peut-être si tu as le temps de nous montrer sur la maquette, lorsqu'on fera un petit IP config. On verra ça en pratique après. Oui, voilà, on verra les cartes, on verra si on a une carte LIC locale, si on a une carte ISATAP, ou si on a une connexion en 624. Donc effectivement, là je récupère une adresse IP en 624, je vais me connecter au DA en 624, et tout simplement, l'hôte A qui potentiellement a été configuré via ISATAP, je vais pouvoir communiquer directement avec lui de bout en bout. Exactement. Tout ça encapsulé à travers Internet dans de l'IPsec. Et donc le 624 a pour vocation à éviter de faire en sorte d'aller voir tous les fournisseurs d'accès et leur dire vous pouvez mettre des routeurs qui supportent IPv6, on ne va pas refaire le monde, on va s'adapter au monde. Et on va
encapsuler notre technologie IPv6 dans l'IPv4 à travers Internet via la technologie 624. Mais du coup, j'en reviens quand même. Moi, ça m'embêtait tout à l'heure. Comment ça fonctionne quand on est tous les deux chez moi, derrière mon NAT? Parce que là, j'avais une adresse IP publique, je vais la demander, on m'en rend une, c'est génial. Mais toi, ça se passe comment? On a une merveilleuse solution qui permet d'adresser ce cas-là, c'est Teredo. Teredo, donc, ils ont l'air méchants les petits verres. Qui est un verre, effectivement, qui fait des trous dans les coques de bateau. D'accord, donc là, tu es en train de me faire une petite relation où on va complètement faire des trous dans ton NAT. C'était l'idée de présenter la technologie de cette façon-là. Voilà, donc Teredo, comme Michael le dit, c'est une technologie qui va nous permettre d'aller contacter des hôtes qui sont derrière un NAT. Donc en général, on se sent en sécurité derrière son NAT, bien que le NAT n'est pas du tout un mécanisme de sécurité à la base. Mais Teredo va nous permettre d'aller faire un trou dans le NAT, créer une entrée dans le NAT, et contacter l'hôte qui va se trouver derrière le NAT pour lui fournir une adresse IPv6, de telle sorte qu'il puisse effectivement contacter un serveur DirectAccess, mais que la machine derrière le NAT puisse être aussi contactée depuis l'extérieur. Puisque comme on le disait au tout début de la présentation, avec DirectAccess, le contrôle de la machine peut se faire effectivement depuis le site central de l'entreprise par les administrateurs. Donc Teredo va vraiment ouvrir un trou dans le NAT et maintenir la connexion en permanence ouverte entre le client et le serveur Teredo qui n'est ni plus ni moins que le serveur DirectAccess. Ah, mais c'est ça qui nous permettra de prendre la main, j'allais dire, de continuer à manager nos postes clients qui vont être partis à l'autre bout du monde et qui sont cachés derrière un NAT. Exactement. On ne sera plus camouflé derrière son NAT à l'abri. On va simplement permettre une communication entre notre serveur Teredo, qui est donc le serveur DirectAccess, le client derrière son NAT, et ainsi, grâce à ce mappage-là, pouvoir continuer de... D'accord, et c'est là où on envoie des paquets bubble à partir du serveur DirectAccess vers le client pour maintenir le NAT ouvert. Exactement, donc on va le voir sur le schéma suivant. Première étape, donc on voit effectivement qu'on a notre nuage Internet IPv4, on a notre serveur Teredo qui est effectivement une technologie de transition fournie avec DirectAccess, la technologie apparaît tout de suite quand on installe DirectAccess. Le NAT, qui va être notre inbox ADSL par exemple, et notre client Teredo derrière son NAT. Première étape, on va envoyer un message de sollicitation de routage à notre serveur Teredo avec le flag con activé. Alors attention, effectivement dans le NAT, il faut savoir qu'on a plusieurs types de NAT qui existent. On a le con NAT, qui est entre guillemets le moins sécurisé, le restricted NAT, le port restricted NAT et le symmetric NAT. Le con NAT, peut-être je l'explique très rapidement, c'est lorsque vous sortez, vous faites une requête à un serveur, le con NAT est ouvert et qu'on peut vous répondre avec un autre serveur, par exemple avec un autre destinataire va essayer de vous répondre et va quand même pouvoir percer votre NAT. Votre NAT est déjà ouvert. Voilà, je fais une sollicitation, j'envoie un message de sollicitation à une adresse IP, je crée un trou dans mon NAT, une autre machine avec une autre adresse IP va pouvoir re-rentrer par ce trou-là et contacter mon client. C'est l'open NAT. Vous allez comprendre pourquoi maintenant on a besoin de deux adresses justement IPv4 consécutives, c'est pour réaliser ce genre de test. On a besoin de déterminer le type de NAT derrière lequel la machine se trouve pour pouvoir être capable de maintenir la communication permanente. D'accord. Donc là, on fait, t'envoies un paquet à l'adresse IP A de ton serveur, la première adresse IP de ton serveur. Et mon serveur Teredo va répondre avec son adresse IP B pour déterminer si oui ou non on est effectivement sur un code NAT. Tout simplement. Tout simplement. D'accord, parfait. Si le paquet renvoyé avec l'adresse B passait, effectivement à ce moment-là le test serait conclu, on serait sur un code NAT. S'il ne passe pas, à ce moment-là, ça signifie qu'on est soit sur un restricted NAT, soit sur un symmetric. D'accord, donc si on est sur un restricted, ça veut dire que le NAT attend que ça soit la même adresse IP distante qui réponde au client. Et là, c'était pas le cas, donc là, on peut dire que effectivement, soit c'était du cone si ça marchait, ou du restricted si ça marche pas. Exactement. Comment teste le restricted du coup avec la même... Donc le restricted va être testé très facilement, on va renvoyer un message à notre serveur Teredo, cette fois-ci avec le flag con désactivé, pour que le serveur Teredo réponde avec son adresse IP A. D'accord, donc avec la même adresse. La même que tu as appelée en fait. Exactement. D'accord. Et donc ces scénarios, ces différents tests vont nous permettre de déterminer quel est le type de NAT finalement derrière lequel le client se trouve pour pouvoir ensuite maintenir la communication avec lui. Donc justement, comment on maintient ce mappage NAT? Très simplement, en fait, on va voir un paquet qui s'appelle le paquet Bubble. On l'a bien sûr. Voilà, qui est toujours aussi bon, qui va être envoyé à peu près toutes les 30 secondes, donc c'est un intervalle qui est paramétré bien entendu, mais qui nous permet de maintenir le trou dans le NAT ouvert, le mappage dans le NAT ouvert, entre notre client et notre serveur Teredo, pour qu'on soit toujours capable de le contacter et que le trou dans le NAT ne se referme pas.
D'accord, puisque du coup le routeur voit qu'il y a de la communication et laisse le trou ouvert. Et laisse le mappage ouvert, exactement. D'où les petits verres avec le petit arsenal. Exactement. Alors, des fois comme ça peut faire un peu bondir s'il y en a des gens qui sont un peu orientés réseau en termes de sécurité, ça peut faire bondir certaines personnes. Il faut pondérer quand même cet aspect-là, dans le sens où c'est une communication qui s'initie avec un serveur identifié et qui est considéré comme étant de confiance, puisque ça va être en général notre serveur Direct Access. Ouais, on ne fait pas du Direct Access avec n'importe qui. Hein. Exactement. La machine qui va être capable de lancer une sollicitation à Teredo a été préalablement configurée, on a un utilisateur authentifié, et puis le mappage qui est maintenu au niveau du NAT est extrêmement ciblé. Il n'est pas évident d'utiliser ce mappage-là pour éventuellement faire une intrusion derrière le NAT. Donc, pondérer, attention d'un point de vue sécurité, le fait de maintenir un trou dans le NAT ouvert n'est pas si terrible que ça, sachant qu'en plus le NAT n'est pas du tout un mécanisme de sécurité. Hein, par convention, on a souvent l'habitude de dire on est protégé parce qu'on a une adresse IP publique en frontal, mais c'est pas du tout. De toute façon, il faut se dire que le NAT qui est percé, c'est pas censé être celui de votre entreprise, hein, c'est celui du client, chez qui vous allez faire une prestation, ou bien la box ADSL. La box ADSL, enfin bon, c'est vraiment votre environnement que vous allez pouvoir trouver, quoi. Vous êtes totalement sécurisé avec vos VLAN. Donc du coup on va résumer un petit peu de façon simple, j'adore ce slide. Voilà, maintenant qu'on vous a posé toutes les bases, voilà, on a une vue d'ensemble maintenant de tous les composants qui sont mis en œuvre dans le cadre de Direct Access. Alors, moi je propose qu'on se fasse un petit résumé, un serveur chacun en partie. Allez, c'est parti. Donc tout en haut, effectivement, on va avoir un contrôleur de domaine. Comme on l'a résumé, comme on va le résumer, il vous faut du 2008 SP2, du 2008 R2 pour prendre en charge les Directory Services et le DNS. Absolument. On va avoir un serveur autorité de certification, donc notre PKI, qui va nous permettre de délivrer nos certificats utilisés dans le cadre des communications IPsec ou IP HTTPS. D'accord, parfait. Sur la droite, on a un client ISATAP. Donc le client ISATAP, vous vous souvenez tous du schéma de Florent, il va interroger le DNS pour récupérer une adresse, l'adresse du Direct Access pour avoir sa petite adresse IPv6 en interne. Il en va de même pour les serveurs de ressources. Les serveurs de ressources qui vont être IPv6 capable, comme notre serveur 2008 R2, vont aller contacter, pareil, notre serveur Direct Access ISATAP pour récupérer une adresse IPv6 ISATAP. D'accord, parfait. Et puis, tout simplement, le client Windows 7, j'ai pas envie de préciser, Enterprise ou Ultimate, qui est joint au domaine de votre entreprise, et qui là, en fonction de sa localisation, j'allais dire technologique, puisque c'est vraiment ça qui va faire le choix de l'interface réseau, on va pouvoir faire du Teredo, si on est derrière un NAT, du 624 si on est en public, ou de l'IP HTTPS si rien ne marche. Et puis il reste à NRPT pour faire la résolution. Exactement. Et puis effectivement, le composant central, le Direct Access Server, qui va lui embarquer toutes les technologies de transition qu'on vient de voir actuellement et qui va réaliser également le routage des paquets IPv6 à destination des autres internes de notre réseau. Qui sont en IPv6, donc virtuel, ISATAP si on peut dire, ou bien tout simplement, via le rajout d'une technologie UAG, on pourra adresser des clients qui ne supportent pas du tout l'IPv6 en interne, et on en parlera plus tard. Mais je pense que là, on a un bon petit tour d'horizon de l'infrastructure et de ce qu'il faut. Un bon aperçu de l'infrastructure. On va passer à la pratique. Ah la pratique, allons-y, écoute, je trouve ça bien sympathique. On va présenter peut-être le schéma de notre superbe architecture grandeur nature. Voilà, donc notre environnement de démonstration est le suivant. Donc on a un serveur Windows 2008 R2 qui va être notre serveur Direct Access, en rouge là sur le schéma. On notera au passage évidemment ces deux adresses IP publiques V4 consécutives. D'accord, donc on aura aussi notre contrôleur de domaine qui va faire DNS, DHCP et autorité de certification. Exactement. Notre NLS qui sera ni plus ni moins que la page d'accueil de JS 7.5, qui va nous servir donc à détecter si on est en interne ou pas. D'accord. Et puis évidemment un client Windows 7. D'accord, donc on verra aussi bien, avec ce client Windows 7, on verra aussi bien en interne qu'on récupère une interface ISATAP, qu'en externe qu'on récupère du 624. Et j'ai envie d'aller me balader aux États-Unis. Et oui, puisqu'effectivement, on va se limiter au 624 et à l'ISATAP, puisque on n'a pas vraiment eu vocation à mettre un NAT en place dans le cadre de la démonstration, ça aurait été un petit peu compliqué, quoi.
va passer sur maintenant l'environnement serveur. Donc vous inquiétez pas, le temps que ça switch, ça va bien se passer. Un petit temps, Voilà. que la fenêtre Si admettons apparaisse. vous ne voyez pas, d'ici 10 secondes, vous ne voyez pas l'interface de notre Windows 2008 R2 Direct Access Server, n'hésitez pas à vous mettre en rouge. Hein. Mais ça devrait bien se passer. Normalement, vous devriez tous pouvoir voir maintenant le serveur. Alors, on va donc configurer ce serveur pour qu'il devienne serveur Direct Access. Donc là, il est absolument rien. Hein. On a juste le nom. Il n'y a rien. On a simplement, en termes de prérequis, effectivement, configuré les adresses IP. Hein. Peut-être les montrer rapidement. On va les montrer pendant la configuration. Donc, au niveau de notre gestionnaire de serveur, on va se positionner sur les fonctionnalités, hein, Features. On va aller à Add Features, donc ajouter des fonctionnalités. Et pour mettre en place Direct Access, eh ben, c'est ni plus ni moins que cette case-là. Une petite seconde, ça c'est toujours pas refresh chez moi. Donc voilà. À cocher. Histoire que tout le monde voit la case magique. Regardez bien la case qui vous permet d'activer toutes ces fonctionnalités. Direct Access, Management Console. C'est formidable. Et là, tu vas appuyer sur quoi? Je vais cliquer sur Next. D'accord, donc le serveur sera éventuellement... Et là, il n'y a pas d'autre chose à configurer pour l'installation? Pour l'instant, c'est terminé. On fait Install. Ah, quand même. On va pouvoir regarder du temps les interfaces réseau. On part quand même des prérequis qu'on avait mis en place dès le début, à savoir qu'on a quand même une autorité de certification qui est présente, on a des certificats machines qui sont prêts à être délivrés, déjà positionnés sur le serveur, et qui nous permettent de faciliter, j'allais dire, l'intégration de notre serveur. Donc là, je vais regarder les propriétés de ma carte réseau connectée à Internet. Hein. D'accord. Je vais dans la protocole IPv4. Effectivement, on aurait pu désactiver l'IPv6. Advance, avancer. Et là, on retrouve bien les deux adresses IPv4 publiques, hein, donc sur la patte branchée à Internet. On va revenir à notre assistant de configuration. Voilà, donc la console Direct Access a été installée avec succès. On va fermer cet assistant. On va fermer le gestionnaire de serveur. Et maintenant, on va aller donc configurer notre serveur Direct Access en accédant à la console, un Direct Access Management. Voilà, donc la console se lance, hein, une console assez simple, où je retrouve deux options, Setup ou Monitoring. Donc en toute logique, je vais commencer par le Setup. Et là, on a un schéma qui est assez bien fait, qui va nous guider dans la configuration, une configuration qui se fait en 4 étapes. Le fait de réussir, de configurer une étape va nous permettre de débloquer la suivante. Donc, l'assistant vous guide assez bien. Et on va tout de suite commencer par la première étape qui est de dire quelle machine je vais autoriser déjà à faire du Direct Access. Donc je clique sur Configure. Et là, je vais ajouter un groupe qui contient des comptes machines. Et ce sont ces comptes machines-là qui vont être autorisés à contacter mon serveur Direct Access. Donc groupe que tu as déjà créé au préalable. C'est un groupe effectivement que j'ai déjà créé, hein, pour ne pas faire des tâches que tout le monde connaît. Donc création d'un groupe et on y joint des machines. Donc mon groupe s'appelle DA_Clients. Je fais Finish. Juste une précision, c'est bien un groupe machine, hein, et non pas utilisateur. Machine, absolument. D'accord. Et on voit que l'étape 2, c'est débloqué. Donc l'étape 2 qui va me permettre de définir quelles sont les cartes connectées à Internet, à l'intranet. Je fais Configure. Pareil, j'ai un schéma assez joli qui me présente mon serveur Direct Access, le nuage Internet et la partie intranet. Donc sur la partie gauche Internet, je vais sélectionner l'interface que j'ai appelée Internet en toute logique. Ah malin, c'est là où tu as tes deux adresses IP publiques consécutives. Exactement, je peux même faire détail si je n'en suis pas complètement sûr. On voit que c'est bien la bonne carte. D'accord. À droite, côté Internet Network, je vais sélectionner la carte qui est connectée à mon domaine Flowcorp. Donc là, tu n'as qu'une seule adresse IP. Exactement. Je ne vais pas demander de login par smart card, donc je laisse la case décochée. Je vais faire suivant. Et là, je vais sélectionner les certificats qui vont permettre déjà d'identifier, de truster mon autorité de certification interne, et puis également provisionner mon certificat qui me permettrait de faire de l'IP HTTPS et toutes les technologies de transition ne fonctionnaient pas. La première. Là, je vais sélectionner le certificat correspondant à mon autorité de certification. Et puis, en second, mon certificat
Ou certifié PK public. Public, voilà, donc dashuat.flowcore.com, hein, qui est donc le certificat mappé à mon nom public. D'accord. Je fais finish. Effectivement, l'étape 2 est terminée. L'étape 3 c'est débloqué, hein, donc c'est un petit peu presque comme un jeu vidéo. On avance. Le jeu de loi, quoi. Voilà, je vais configurer mes serveurs maintenant d'infrastructure, donc indiquer mon DNS. Et en priorité, la partie NLS, donc je vais dire quel est mon serveur NLS, qu'est-ce qui est utilisé en interne. D'accord. Tu pourras nous montrer la page aussi que Bien entendu. que tu utilises. On va le voir juste après, donc je vais faire https://nls. Le S est indispensable, sinon il vous laisse pas passer à l'étape suivante. Un petit note accessible. Oui, puisque oui. Voilà. Le nom, il faut mettre le FQDN complet. Déjà le FQDN renseigné voilà. Dans le certificat pour au niveau du certificat. Donc là, effectivement, sur cette URL-là, on a validé, on a un petit assistant qui valide que le NLS est bien accessible. Hein. Très important, puisque tous les paramètres que je rentre actuellement là vont être utilisés ensuite pour configurer les clients. Via les GPO. Voilà. On va voir que Direct Access, quand je vais avoir terminé l'assistant, va aller automatiquement provisionner dans le Active Directory des stratégies de groupe qui vont s'appliquer sur nos clients autorisés effectivement à faire du Direct Access. D'accord, donc comme on disait qu'en requirement pour cette webcast de présentation Direct Access, il fallait s'y connaître en GPO, c'est au moins savoir où est le gestionnaire des GPO pour aller les regarder, quoi. Absolument. D'accord. Donc là, effectivement, on vous retrouve, si vous avez été attentif, un exemple, la NRPT qui va finalement se retrouver sur nos clients. Donc, pour toutes les requêtes qui seront à destination de mon espace de nom flowcorp.ad, je vais aller contacter le serveur DNS qui a l'adresse IPv6 suivante, 2002, 836B, etc. Donc ça va être ma NRPT qui va être poussée sur mes clients Windows 7. Je fais Next. Éventuellement, si j'avais du NAP, je pourrais indiquer leurs adresses. Je ne vais pas le faire ici. Faire Finish. Et la step 4 se débloque. Et la step 4 est maintenant débloquée. On va faire Configure. Donc là, je pourrais éventuellement sélectionner certains serveurs pour faire vraiment de l'authentification end-to-end au-delà du Direct Access. Moi, je vais rester dans un scénario simple, donc pas d'authentification end-to-end supplémentaire. Je vais cliquer sur Finish. Les 4 étapes de configuration de mon serveur sont maintenant terminées. En bas, je vais pouvoir aller cliquer sur le bouton Finish pour éventuellement sauvegarder cette configuration pour y revenir plus tard. Et là, on va tout de suite activer notre serveur. Donc à savoir aussi que si, admettons, vous avez installé Direct Access pour tester, que vous voulez l'enlever et que par la suite vous le réinstallez, on a des fichiers de conf à supprimer. C'est-à-dire que toute la configuration tient en combien de fichiers? On a 2 fichiers XML qui sont positionnés dans ces 2 points Windows Direct Access. D'accord, donc si vous prenez une petite VM dans un coin, vous la configurez et vous voulez la désinstaller exactement comme nous pour vous refaire une démonstration sans régénérer une machine, tout ça, sachez que si vous n'enlevez pas ces 2 fichiers de configuration et que vous réinstallez Direct Access, il sera automatiquement reconfiguré, quoi. Absolument. Donc là, on a une petite page qui nous permet de revoir la configuration qu'on vient de définir. Donc avec les clients distants, les cartes réseau, les serveurs d'infrastructure. Je vais faire Apply. Et maintenant, notre serveur Direct Access va aller configurer, va aller écrire les stratégies de groupe qui vont être linkées automatiquement au niveau du domaine Active Directory et qui vont être appliquées sur le groupe de machines que j'ai autorisé à se connecter en Direct Access. D'accord, donc là en fait, tout ce qu'on a vu avant, Teredo, Six24, tout ça, on a fait peur aux gens pour rien puisque c'est fait automatiquement, on ne s'en occupe pas. Ah parfait, ça me va. Effectivement, on vous a montré toutes ces technologies pour savoir effectivement quand même comment derrière ça fonctionne, comment tout ça est possible. Dans la pratique, c'est vrai que la mise en place est quand même relativement simple. Simplifié, puisqu'il y a des gens très bien qui ont travaillé derrière pendant des années. La configuration est terminée, voilà. Donc il me dit que ma configuration a été sauvegardée avec succès dans ces 2 points Windows Direct Access. Et donc on voit le fichier XML qui reprend tout ça. D'accord, très bien. Je vais le positionner ici sur Monitoring. Donc là on va retrouver en fait les différents composants qui sont en place, qui sont utilisés dans le cadre de Direct Access avec les différentes technologies de transition embarquées. D'accord, donc là on voit que ton DNS a été détecté. A été validé, très bien. Je vais maintenant donc me positionner côté Windows 7.
On va changer de machine. On voit qu'IsaTab d'ailleurs, là ici, c'est activé. Donc ta machine, juste pour savoir, ta machine Windows 7 est dans le domaine. Donc là actuellement, avec ma machine Windows 7, on est en interne, on est dans notre intranet Flowcorp. D'accord. Donc c'est probablement lui qui a fait une petite requête voilà. Tipeee et puis ça lui donne une adresse IPv6 quoi. Sans doute que voilà, notre client Windows 7 a demandé une adresse IsaTab. Donc on va aller le regarder un petit peu. D'accord. Tu pourrais nous montrer la table, pas la table, un petit IP config pour voir un petit peu si on a récupéré l'IsaTab ou pas encore? Alors, on va aller regarder ça tout de suite. Donc, on va ouvrir une liste de commande. Voilà. On va faire un IP config. Ok. Et là donc au niveau des connexions, effectivement, on voit qu'on a notre adaptateur. Alors, attention avec la souris, ça fait tout noir en dessous. Je vais l'enlever. Merci Michael. On voit qu'on a un adaptateur Flowcorp, on a une adresse IPv6 unique locale, donc qui commence par SO80 qui a été générée sur cet adaptateur, et puis on a également un adaptateur IsaTab, donc c'est bien notre client qui a fait une requête auprès de Direct Access, et qui a été sur lequel on a attribué une adresse IPv6. Et on voit très bien que le 624 pour l'instant n'est pas du tout sollicité. Exactement. Donc on va regarder déjà si j'accède bien à mes ressources internes. On va essayer. Ça te fait plaisir avec un SharePoint? Allez. Pour toi, je sais que tu aimes beaucoup cette technologie. Voilà, tellement peu. Donc on va aller regarder si notre SharePoint est disponible. T'as mis du SharePoint Foundation 2010, on en fait du SharePoint Foundation 2010. Ah, merci. Ah, il est peut-être un peu long puisqu'on a démarré les machines juste avant le webcast, donc du coup, on va attendre quand même que le pouls d'application se construise. Quoi. Du temps, peut-être tu peux nous faire un petit accès sur le file share. Voilà. Si tu en avais un disponible. On va regarder ça après. Donc voilà, on vient d'accéder à notre intranet, notre site d'équipe. On rend bien via Live Meeting. Oui, on dirait qu'on a la rougeole. Voilà, donc bienvenue sur Direct Access, notre intranet est bien accessible. On va aller, par exemple, je vais aller accéder à un serveur de ressources internes, mon serveur que j'ai appelé app1, sur lequel j'ai un partage disponible. Là, j'ai un fichier exemple dedans. Ici, le share file. D'accord. Tu me feras le plaisir de viser le cache IE aussi, hein, de fermer ton IE, histoire que quand on est à l'extérieur, que les gens ne croient pas que tout a été simulé. Donc on va fermer tout ça. D'accord. Et puis je vous propose maintenant qu'on parte un petit peu se balader. Donc on va éteindre notre connexion réseau. Tu peux choisir la destination? Je t'en prie. Allez, Seattle, la destination exotique. Seattle par exemple. Transfert. Donc désactive ma carte réseau. Donc, je vais vous remontrer avec l'invite de commande que effectivement pour le coup on n'a plus du tout cette fois-ci d'adresse IP disponible. Hein, on a complètement déconnecté. On va fermer cette interface. Et je vais maintenant activer ma clé 3G parce que j'arrive à l'aéroport et je veux rapidement pouvoir regarder quelles sont les nouvelles. D'accord, et là tu as une configuration IP de configurer directement, tu as une adresse IP publique. Quoi. Donc je vais être en frontal sur Internet. Ça veut dire quoi? Que je vais récupérer une adresse. Tout fort. Allez, un petit questionnaire virtuel chez vous. Si vous étiez derrière un NAT, vous utiliseriez? Personne répond? Non. Vous ne pouvez pas en même temps. Voilà. Donc effectivement, on aurait dû tirer. On va aller regarder maintenant un petit peu en termes d'adressage qu'est-ce que ça donne. Je vais faire un petit config. Ok, donc là on voit un comportement maintenant différent de tout à l'heure. On a effectivement toujours une adresse IP, maintenant une adresse IPv4 publique en 131.107.0.10. Et on a un nouvel adaptateur qui est apparu, qui est l'adaptateur 624, dans lequel j'ai une adresse IPv6 qui m'a été allouée. Est-ce que ça c'est parce que tout simplement j'ai pas pu contacter mon serveur NLS, donc du coup je suis allé contacter mon Direct Access qui m'a donné une adresse IPv6? Absolument. C'est merveilleux. Comme on n'était pas en interne dans l'entreprise et que ma machine est autorisée à faire du Direct Access, je suis allé contacter mon serveur Direct Access pour lui demander une adresse 624 et pouvoir accéder à mes ressources. D'ailleurs, on va regarder si on peut effectivement accéder à ces ressources. On va relancer Internet Explorer. Et oui, c'est bien le client Windows 7 qui a dit au serveur Direct Access « Bonjour, j'ai une adresse IP publique, on va communiquer en 624 ». Je réaccède effectivement à mon intranet. Et c'est rapide. On vous vérifiez bien, on est bien en .AD, on n'a pas de DNS externe ou quoi que ce soit. Là, on tape vraiment les DNS, les serveurs d'infrastructure de notre réseau interne.
Est-ce que tu peux naviguer dedans, histoire que les gens ne croient pas que c'est du cache? Je vais aller par exemple sur site page. On va cliquer. Oh, très bien, ça suffit. Hein. Voilà, donc effectivement on arrive sur d'autres pages. Hein. Donc là je peux naviguer sur mon intranet comme si j'étais en local dans l'entreprise et je n'ai pas fait de manipulation de mon côté. Moi je suis simple utilisateur lambda. J'ai allumé ma machine et j'étais déjà connecté en direct access. D'accord, bon bah reste là, c'est bon, je te crois. De la même façon, je vais taper / app1 pour accéder à mon partage. D'accord. Je fais entrer et j'accède à mon partage et je vais retrouver mon fichier exemple. Ici le ShareSite. On peut montrer même le comportement si je faisais un ping app1. Et là on voit effectivement la communication qui n'est plus en IPv4 mais cette fois-ci qui utilise les adresses IPv6 pour communiquer. D'accord, là on peut vraiment dire que le serveur Direct Access est un routeur. Quoi. Exactement. On communique maintenant en IPv6 et je n'ai rien touché à mon infrastructure réseau actuelle. C'est merveilleux. Écoute, je pense que tous les gens sont forcément, j'allais dire, séduits du fait de la simplicité de la configuration et de, j'allais dire, t'as configuré quoi au niveau du client? Ah, rien du tout. Voilà, c'est ça. La partie client est vraiment complètement transparente. Direct Access, c'est une technologie vraiment qu'on va mettre en place d'un point de vue des services informatiques, mais vraiment le client ne remarquera vraiment aucune différence, il n'aura pas d'intervention à faire. D'accord, parfait. On peut peut-être continuer sur la fin de notre slideshow. Hein. On va repartir sur la présentation. Donc, environnement de démonstration. Voilà, retenez bien donc ce setup qui se fait en 4 étapes, hein, donc de façon très guidée. L'assistant est assez bien fait, je trouve. Et maintenant que on est tous des professionnels et qu'on connaît tous Direct Access, on va rapidement voir quelques scénarios avancés qui peuvent se poser. C'est très simple, puisque faudrait pas perdre tout le monde, mais c'est quand même une question qu'on me pose assez régulièrement aussi, c'est quand est-ce que j'ai besoin d'UAG? Tout le monde me parle d'UAG avec Direct Access. Pourquoi? Est-ce que j'ai besoin de renouveler mon équipement réseau, tout ça? Alors, à chaque fois, ce slideshow a été construit sur les questions qu'on nous pose habituellement. Donc, on ne renouvelle pas son infrastructure réseau, on fait de la transition IPv6, IPv4. Maintenant, effectivement, quand en interne, on va avoir des besoins spécifiques, par exemple la tolérance aux pannes, ce qui peut être, j'allais dire, nécessaire du fait que tous nos utilisateurs externes sont considérés comme étant sur notre réseau. Si notre serveur Direct Access tombe, on perd la communication avec notre réseau planétaire, si je puis dire. Comment accroître justement la disponibilité du serveur Direct Access? Alors, tout simplement en utilisant Unified Access Gateway. Unified Access Gateway a plein de fonctionnalités. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter. À l'heure actuelle, on va se limiter à sa fonctionnalité, à son intégration avec Direct Access qui va nous permettre d'utiliser le NLB Windows pour gérer toutes les connexions Direct Access. Donc on va pouvoir effectivement avoir de la répartition de charges et si un des serveurs UAG Direct Access tombe, on va automatiquement enlever ce serveur du NLB et tout rediriger l'ensemble, l'intégralité du flux sur l'autre serveur. Donc aussi bien une répartition de charge qu'une tolérance aux pannes. Ça, c'est la première chose. Maintenant, c'est vrai que on peut adresser d'autres cas spécifiques lorsqu'on va avoir, tout en parlait tout à l'heure, du Windows 2000 en interne. On retrouve encore dans certains réseaux. Et oui, application métier historique qu'on n'arrive pas encore à enlever, et il est là. Donc on veut pas que ce genre de serveurs soient les oubliés de Direct Access. Donc qu'est-ce qu'on peut faire justement pour pouvoir prendre en charge ces serveurs dans le cadre de nos infrastructures Direct Access? Et travailler avec des technologies qu'on a citées au tout début, à savoir le DNS 624 et le NAT 624. Donc comment ça se passe? Et tout simplement, premier schéma à gauche, tout le monde regarde à gauche des pointillés, on va avoir notre client qui va faire une requête sur le FQDN x.contoso.com qui va être ni plus ni moins, si vous regardez bien, le serveur tout en bas à droite, donc en bas à droite à gauche des pointillés, IPv4 Only Server. On va faire cette demande, on va arriver sur le serveur UAG. Le serveur UAG va envoyer deux requêtes. Une en quadruple A pour demander l'adresse IPv6 du x.contoso.com et le simple A pour demander son adresse IPv4 si, admettons, le cas échéant, lui, n'aurait pas d'adresse IPv6. Ce qui est le cas. Donc, ce qui va se passer, c'est que le serveur DNS répond avec un simple A, on va le renvoyer à l'UAG, et l'UAG, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas renvoyer ce simple A au client,
parce qu'en fait on doit travailler en full IPv6, donc on va tromper tout simplement la machine distante, la cliente machine, en lui renvoyant une adresse IPv6 autogénérée par le serveur UAG. Et le serveur UAG, il va faire cette correspondance entre une adresse IPv4 et une adresse IPv6 autogénérée. C'est presque par analogie à but de langage, un NAT entre de l'IPv4 et de l'IPv6. Exactement, c'est exactement ça qui va se passer, du fait que, une fois que le client a récupéré cette adresse IPv6, bah, ni une ni deux, il va essayer de la contacter. Donc je recontacte, je repasse par l'UAG, et l'UAG, il fait sa petite table de correspondance, et il fait bah tiens, cette adresse IPv6, c'était anciennement cette IPv4, allez, on envoie directement tout le flux sur l'IPv4 Only Server. Oui, si jamais on est passé sur la partie droite du slide. Donc on envoie l'IPv6, on récupère ça au niveau du UAG, on fait la correspondance, on communique en IPv4 avec l'autre serveur, qui nous répond en IPv4 au niveau de l'UAG, et qui translate du for to 6 vers le client. Donc, en résumé, donc, UAG nous permet d'adresser des hosts qui ne seraient pas IPv6 capable, donc qui ne pourraient pas prendre en charge le stack IPv6, et de les contacter dans le cadre de notre infrastructure Direct Access, qui ne fonctionne bien évidemment qu'en IPv6. D'accord. Eh ben, ça me semble plutôt sympathique. Donc UAG, c'est vraiment dans ces deux cas précis. Haute dispo et non prise en charge d'IPv6 par les serveurs de ressources. Ça me paraît très bien. Ça me paraît plutôt pas mal. Le slide suivant, c'est quoi, Florent? Je pense qu'on arrive au terme de la présentation. Eh ben, c'était très bien. Merci de ta participation. Et merci à toi. Puis merci à vous de nous avoir suivis pendant cette heure et demie. Je reviendrai même à dire supporter. Donc vous trouverez nos adresses email sur ce slide, à savoir Florent Chambon, donc fchambon@microsoft.com, que vous pouvez contacter aussi bien pour Direct Access que pour tout ce qui va être Diam System Center. Et puis moi-même, Michael Desbois, nickd@microsoft.com. Vous pouvez me contacter pour toutes sortes de technologies, telles que tout ce qui va être RDS ou SharePoint et le très souvent oublié Groove. Et Direct Access, on se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions qui seront envoyées sur ces deux adresses. On prendra notre temps, on vous rappellera, on ciblera des projets avec vous. Et puis on essaiera de faire un petit salade tomate-oignon du Direct Access pour répondre à tous les besoins de votre client. Donc ça, c'est en phase d'avant-vente, donc n'hésitez surtout pas à revenir vers nous, quoi. Sur ce, je pense qu'on va pouvoir solliciter Félicien pour clore cette webcast. Pour avoir sa fiche de satisfaction. Oui, merci Florent et Michael. Mais je t'en prie, une dernière chose, n'oubliez pas, donc ça c'est l'enquête de satisfaction. Nous on aime bien avoir des bonnes notes, quoi. Allez, à très bientôt et on prend toutes vos remarques par mail. À très bientôt. Au revoir. Merci, vous voyez maintenant apparaître une diapositive qui est en fait un formulaire d'évaluation. Votre opinion étant très importante pour nous, nous serons encore reconnaissants d'avoir la gentillesse de prendre quelques minutes pour compléter ce questionnaire avant de vous déconnecter. Mesdames, Messieurs, c'est ainsi que s'achève notre live meeting de ce jour. Nous tenons à vous remercier de l'avoir suivi. Nous vous souhaitons une excellente fin de journée. Et vous pouvez vous déconnecter dès que vous aurez rempli le questionnaire d'évaluation. Merci.